Quand ma sœur a triplé mon loyer en ricanant pendant que nos parents trouvaient ça juste, elle ignorait que j'étais la propriétaire secrète de l'immeuble depuis 3 ans, et que grand-maman m'avait laissé tout ce qu'il fallait pour anéantir ses plans. Cette histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de la façon dont j'ai failli tout perdre, et comment, en me battant, j'ai découvert ce qui comptait vraiment. Avant de vous raconter comment tout a basculé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore imaginer la communauté qui se rassemble autour de ces récits. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi matin qui a tout changé. Le soleil de Lyon filtrait à travers les feuilles des platanes, jetant des taches de lumière dans la cour de l'immeuble des Canuts. C'était un matin ordinaire. J'aidais Madame Simone, la meilleure amie de ma grand-mère et la mémoire vivante de notre bâtiment, à arroser ses géraniums qui débordaient de son balcon du 2e étage. À 34 ans, ma vie n'était pas celle que j'avais imaginée, mais elle avait un sens. Depuis 6 ans, je gérais cet immeuble, un vieux bâtiment plein de charme et de courant d'air sur les pentes de la Croix-Rousse. Un héritage de ma grand-mère, Madeleine. Plus qu'un travail, c'était une vocation. Je connaissais chaque grincement de parquet, chaque voisin, chaque histoire. Léonie, ma petite, tu as le pouce vert, comme ta grand-mère, me dit Simone, son sourire plissant le coin de ses yeux. C'est à ce moment précis que le son a déchiré la tranquillité de la cour. Un clac-clac-clac sec, rapide, arrogant. Le son de talons aiguilles parisiens sur le pavé lyonnais. Je n'ai même pas eu besoin de me pencher pour savoir. C'était Mathilde. Ma sœur aînée. L'avocate. L'ouragan. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de la cour, un tailleur impeccable qui devait coûter plus que mon loyer annuel. Elle n'a même pas jeté un regard au géranium de Simone. Ses yeux m'ont cherché, m'ont trouvé, et un frisson m'a parcouru. Pendant un instant, je n'étais plus la gérante de cet immeuble. J'étais redevenue la petite sœur, celle qui n'était jamais assez bien, éclipsée par son succès parisien. Léonie. Dans ton bureau. Maintenant, a-t-elle lancé, sa voix aussi tranchante que la coupe de sa veste. Je l'ai suivie, le cœur battant. Dans mon petit bureau qui sentait le café et les vieux papiers, elle n'a pas perdu de temps. Elle a sorti une enveloppe de son sac en cuir et l'a jetée sur mon bureau. Pas posée. Jetée. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Une mise à jour. La famille a eu une réunion ce week-end. La famille. Ce mot sonnait faux dans sa bouche. Elle voulait dire, elle, nos parents et notre oncle. Une réunion dont j'avais été, comme d'habitude, exclue. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était un document officiel, avec l'entête de son cabinet d'avocat. Mes yeux ont parcouru les lignes, cherchant le piège. Et puis je l'ai vu. Le chiffre. Un chiffre qui n'avait aucun sens. À compter du mois prochain, ton loyer passe de 950 € à 2850 €, a-t-elle déclaré, croisant les bras. Le souffle m'a manqué. 2850 ? Mais, c'est de la folie. C'est le triple. Et c'est là qu'elle a souri. Un petit rictus suffisant, un sourire que je connaissais par cœur. Celui qu'elle avait quand elle gagnait au Monopoly, quand elle avait eu son bac avec mention très bien, quand elle m'annonçait ses promotions. C'est le prix du marché, Léonie. Grand-maman te faisait une faveur. Mais nous ne pouvons plus nous permettre de gérer cet actif avec des sentiments. C'est une décision de la famille. Papa et maman sont d'accord. C'est juste. Juste. Le mot résonnait dans le silence, obscène. Elle est partie comme elle était arrivée, en coup de vent, me laissant seule avec cette lettre qui ressemblait à une condamnation. Je me sentais si petite, si impuissante. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le tiroir de mon bureau se trouvait un objet que grand-maman Madeleine m'avait donné, un objet qui allait tout changer. La porte s'est refermée, mais l'écho de ses paroles est resté. C'est juste. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Mon premier réflexe, stupide et désespéré, a été d'appeler mes parents. Je pensais qu'il y avait eu un malentendu, que Mathilde avait déformé leurs propos. Maman, ai-je commencé, la voix brisée. Mathilde est passée. L'histoire du loyer, ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas?
Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de ma mère, plate, sans émotion. Léonie, nous en avons discuté. Mathilde a raison. Cet immeuble est un gouffre financier. Il est temps de le rentabiliser. Elle sait ce qu'elle fait, elle est avocate. Tu devrais l'écouter. Mais, et les gens d'ici? Et moi? Tu as un loyer bien trop bas depuis des années. Considère que c'est la fin des vacances. Elle a raccroché. J'ai essayé mon père. La conversation a été plus courte. Ta sœur s'occupe de nos intérêts, Léonie. Fais ce qu'elle dit. Leurs intérêts. J'ai raccroché, le téléphone glissant de mes doigts moites. J'étais seule. Complètement seule. La trahison de ma sœur était une chose, mais celle de mes parents, c'était un poignard en plein cœur. Je me suis assise sur le vieux canapé de mon salon, celui que ma grand-mère aimait tant. Chaque objet dans cet appartement me parlait d'elle. Ses livres dans la bibliothèque, sa théière sur l'étagère, son parfum qui semblait encore flotter dans l'air. C'est en regardant son vieux secrétaire que je me suis souvenue. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir du haut. Sous une pile de vieilles cartes postales, elle était là. Une petite clé en laiton, attachée à un ruban de velours délavé. Elle me l'avait donnée quelques semaines avant de nous quitter. J'étais assise à son chevet, lui tenant la main. Elle était si faible, mais ses yeux avaient encore cette lueur malicieuse. Elle avait glissé la clé dans ma paume. Pour les jours de pluie, ma chérie, avait-elle murmuré. Un jour de pluie, avais-je demandé, ne comprenant pas. Tu sauras quand le moment sera venu. N'oublie jamais, Léonie, avait-elle ajouté, sa prise se resserrant sur ma main. Les murs ont une mémoire, mais le cœur d'une maison, c'est la loyauté. Ce jour-là, j'avais rangé la clé sans plus y penser, trop accablée par le chagrin. Mais aujourd'hui, il ne pleuvait pas. C'était un déluge. Le lendemain matin, le cœur lourd d'appréhension et d'un espoir fragile, je me suis rendue à la banque, celle où ma grand-mère avait ses comptes depuis 50 ans. Le directeur m'a reconnue et m'a conduite dans la salle des coffres. La lourde porte d'acier a grincé en s'ouvrant. J'ai inséré la clé en laiton dans la serrure du coffre 312. Elle a tourné sans difficulté. J'ai tiré le tiroir en métal, m'attendant à trouver des documents, des titres de propriété, une lettre, n'importe quoi. Mais le coffre était vide. Presque vide. Au centre, il n'y avait qu'une seule feuille de papier, pliée en 4. Mon cœur s'est serré. Était-ce une blague macabre? J'ai déplié le papier. L'écriture de ma grand-mère, élégante et un peu tremblante, formait une seule phrase. La plus grande richesse est cachée là où bat le cœur de la maison. Ce n'était pas une réponse. C'était une nouvelle énigme. Je suis sortie de la banque plus confuse que jamais. Le cœur de la maison. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Le salon de son ancien appartement? La cour où les enfants jouaient? J'ai passé l'après-midi à retourner l'immeuble dans ma tête, sans succès. La panique commençait à me gagner. L'échéance du nouveau loyer approchait. C'est en fin de journée que quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Madame Simone, avec un plateau portant 2 tasses de tisane fumante. « Tu as l'air d'une âme en peine, ma petite », a-t-elle dit en entrant sans attendre d'invitation. Je lui ai tout raconté. La lettre de Mathilde, l'appel à mes parents, la clé, le coffre vide, et enfin, la phrase énigmatique. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre, en sirotant sa tisane. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse. Elle a regardé le petit mot de ma grand-mère et un sourire tendre est apparu sur son visage. Madeleine. Toujours à jouer les détectives. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, au bord des larmes. Le cœur de la maison, a-t-elle répété doucement. Ce n'est pas un lieu, ma chérie. C'est ce que ta grand-mère a construit ici. C'est nous. C'est la confiance. Mais, je pense aussi qu'elle parlait d'un endroit très concret. Elle s'est penchée vers moi, sa voix baissant d'un ton. Ta grand-mère savait que Mathilde ne verrait que les chiffres, que le prestige. Elle n'irait jamais fouiller dans les endroits sales, les endroits sans importance à ses yeux. Elle ne verrait jamais la vraie valeur de cet endroit. Mais toi, Léonie, tu vois les âmes. C'est pour ça qu'elle t'a fait confiance.
Alors où? Simone a réfléchi un instant. Elle avait une peur bleue des banques depuis la crise financière. Elle disait toujours que le seul endroit sûr, c'est sous son propre toit. Elle avait des cachettes. Pense à un endroit où Mathilde ne mettrait jamais les pieds. Nous avons pensé à la vieille buanderie, au grenier. Et puis, ça m'a frappé. La chaufferie, ai-je soufflé. Au sous-sol. C'est sombre, plein de toiles d'araignée. Mathilde déteste ça. Le visage de Simone s'est illuminé. Bien sûr. La vieille chaudière. Viens. Armés d'une lampe de poche, nous sommes descendus dans le silence poussiéreux de la cave. L'air était frais et sentait la terre humide. La vieille chaudière, un monstre de fonte qui n'avait pas servi depuis des décennies, trônait dans un coin. Simone a passé la main le long du mur derrière la chaudière, tapotant doucement les briques. Toc. 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 Thump. Le son était différent. Plus creux. Là, a-t-elle murmuré. J'ai glissé mes doigts dans l'interstice. Une brique bougeait. Mes mains tremblaient en la retirant. Derrière, il y avait une petite cavité sombre. J'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe. Il y avait une boîte. Une boîte en métal, rectangulaire, fermée par un simple loquet. Je l'ai sortie. Elle était lourde. Je l'ai posée sur une vieille caisse en bois et j'ai soulevé le loquet rouillé. Mon souffle s'est coupé. L'intérieur était rempli de dossiers, parfaitement organisés. Des relevés bancaires, de la correspondance, et un dossier plus épais, sur lequel l'écriture de ma grand-mère disait simplement « Pour Léonie, le moment venu ». J'ai ouvert ce dossier. Et ce que j'ai découvert derrière allait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous tout dévoilé immédiatement ou auriez-vous cherché à comprendre l'étendue du complot? Dites-le moi dans les commentaires. Mes mains tremblaient si fort que le papier bruissait. Simone a posé une main rassurante sur mon épaule. Vas-y, ma petite. C'est pour toi. J'ai sorti le premier document du dossier. C'étaient les statuts d'une société. Une SCI, une société civile immobilière. Son nom était la Soie Lyonnaise. Un nom poétique, un hommage à l'histoire de notre quartier de la Croix-Rousse, le quartier des anciens tisseurs de soie, les Canuts. J'ai parcouru le document, mon cerveau essayant de déchiffrer le jargon juridique. Et puis, je suis arrivé à la section sur la répartition des parts. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Et je l'ai lu une troisième fois, incapable de croire ce que je voyais. SCI La Soie Lyonnaise. Associé unique, Mademoiselle Léonie Perrin. Moi. La totalité des parts m'appartenait. Le document datait de 3 ans. 3 ans. J'étais la propriétaire de cet immeuble depuis 3 ans, et je ne le savais pas. Ma grand-mère avait tout orchestré en secret. J'ai continué à fouiller dans le dossier. Il y avait le contrat de gestion, celui que ma grand-mère avait signé avec la famille, représentée par Mathilde. Il leur donnait le droit de gérer l'immeuble, de percevoir une partie des loyers pour l'entretien, un contrat en apparence standard. Jusqu'à l'article 15.3.2. La phrase était surlignée. Toute augmentation de loyer supérieure à 10% de la valeur locative actuelle, non approuvée par écrit par le propriétaire de la SCI La Soie Lyonnaise, entraînera la résiliation immédiate et sans préavis du présent contrat de gestion. Mathilde venait de se renvoyer elle-même. Son augmentation de 2% était une violation flagrante du contrat. Elle n'avait plus aucun droit sur cet immeuble. Au fond du dossier se trouvait une lettre, scellée, avec mon nom dessus. C'était l'écriture de ma grand-mère. Ma chérie. Si tu lis ceci, c'est que le loup est entré dans la bergerie. Je suis désolée de t'avoir caché tout cela, mais je connaissais ta sœur. Son ambition la dévore. Si elle avait su, elle t'aurait manipulé, t'aurait forcé à vendre. Je devais protéger cet endroit. Je devais te protéger. L'immeuble est à toi. Légalement, tièrement. Mais ne montre pas tes dents tout de suite. Observe le loup. Un loup affamé finit toujours par faire une erreur. Il ne se contente jamais d'un seul mouton. Appelle Maître Bernard. Il sait tout. Il t'aidera.
Je t'aime. Fais-moi confiance. Fais Théoï confiance. Grand-maman Madeleine. Le loup ne se contente jamais d'un seul mouton. Cette phrase m'a glacée. Que voulait-elle dire? Qu'est-ce que c'est, ma petite? A demandé Simone, voyant mon expression. C'est tout, ai-je réussi à dire. L'immeuble est à moi. Il l'a toujours été. Les larmes que je retenais depuis des jours ont finalement coulé. Des larmes de soulagement, de chagrin, de gratitude infinie pour cette femme incroyable qui avait pensé à tout. J'avais le pouvoir. J'aurais pu monter, brandir les papiers au visage de Mathilde et la chasser de ma vie. Mais les mots de ma grand-mère résonnaient en moi. Observe le loup. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Bernard, l'avocat mentionné dans la lettre. C'était un vieil ami de ma grand-mère, sa voix était calme et posée. Je lui ai expliqué la situation. Ah, Madeleine? A-t-il dit avec une affection évidente. Elle vous avait prévenu. Je suis heureux que vous ayez trouvé les documents. Que dois-je faire, ai-je demandé. Je dois tout lui dire, n'est-ce pas? Il y a eu un silence. Vous pourriez, a-t-il dit lentement. Mais si vous me permettez un conseil, suivez celui de votre grand-mère. Elle suspectait autre chose, Léonie. Quelque chose de plus grave qu'une simple tentative de vente. Mon cœur s'est serré. Quoi donc? Son premier conseil m'a glacé le sang, vérifier les comptes bancaires de l'immeuble. Immédiatement. La suggestion de Maître Bernard a jeté une ombre inquiétante sur ma victoire. Le détournement de fonds? Ma propre sœur? L'idée semblait monstrueuse, mais la mise en garde de ma grand-mère, un loup affamé ne se contente jamais d'un seul mouton, prenait soudain un sens terrifiant. Avec l'aide de Simone, qui avait passé 40 ans comme secrétaire juridique et savait lire un bilan mieux que personne, nous nous sommes plongés dans les relevés bancaires des 3 dernières années. J'avais le droit d'y accéder en tant que gestionnaire, mais je n'avais jamais regardé au-delà des dépenses courantes. Mathilde s'occupait de la haute voltige financière, comme elle disait. Pendant 2 jours, l'appartement de Simone est devenu notre quartier général. La table de sa salle à manger a disparu sous les piles de papier, les surligneurs et les tasses de café. Au début, tout semblait normal. Les factures d'électricité, d'eau, les salaires du concierge. Mais Simone a froncé les sourcils. C'est étrange, a-t-elle dit, pointant une ligne sur un relevé de 2021. Réparation toiture urgente, Société Bâti Prestige, 8 500 €. Je ne me souviens pas de réparation sur le toit. Et toi? Non. Je m'en serais souvenu. Une dépense pareille aurait nécessité mon accord. Nous avons continué à chercher. Et nous avons trouvé un schéma. Chaque trimestre, une dépense importante, toujours juste en dessous du seuil de 10 000 € qui aurait nécessité une approbation formelle du conseil de famille. Les noms des sociétés changeaient, Bâti Prestige, Rénov Express, Plomberie Solutions. Des noms vagues, professionnels. Simone a eu une idée. Elle a cherché ces sociétés sur Internet. Rien. Aucune adresse, aucun numéro de téléphone, aucun avis. Elles n'existaient pas. C'étaient des fantômes. Nous avons additionné les montants. Le chiffre final nous a donné le vertige. 62 450 €. En 3 ans. Volatilisé. L'argent destiné à l'entretien de l'immeuble, l'argent des loyers de nos voisins, était parti dans les poches de ma sœur. Pendant ce temps, Mathilde devenait impatiente. Ne recevant aucune nouvelle de ma part, elle a changé de tactique. Elle est revenue de Paris et a commencé sa campagne de dénigrement. Je l'entendais dans le couloir, parlant à voix haute avec certains voisins. Je suis navrée pour ces augmentations, disait-elle avec une fausse compassion. Mais Léonie a laissé les choses se dégrader. La comptabilité est un désastre. La famille a dû intervenir pour sauver l'immeuble de la faillite. La blessure a été profonde. Un après-midi, j'ai croisé Monsieur Martin, un locataire du 3e étage qui vivait ici depuis avant ma naissance. D'habitude, il me gratifiait d'un grand sourire. Ce jour-là, il a détourné le regard. Monsieur Martin? Tout va bien? Il m'a regardé froidement. On entend des choses, mademoiselle, a-t-il dit. Peut-être que votre sœur a raison.
Il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre. Il est parti, me laissant seul dans le couloir, le cœur en miettes. Elle ne se contentait pas de voler de l'argent. Elle essayait de me voler la confiance des gens que je considérais comme ma famille. C'était une déclaration de guerre. Et j'étais prête à me battre. Ce soir-là, j'ai rappelé Maître Bernard. Je lui ai tout expliqué, le détournement, la campagne de calomnie. C'est encore pire que ce que Madeleine craignait, a-t-il dit d'une voix grave. Nous avons assez de preuves pour l'attaquer en justice. Mais si nous voulons la coincer définitivement, il nous faut une confession. Une preuve irréfutable de son intention. Comment obtenir ça? Elle est arrogante, a répondu l'avocat. Elle vous croit faible. Utilisez ça. Montrez-lui la Léonie qu'elle a toujours voulu voir, la petite sœur perdue et effrayée. Le plan était risqué. Il fallait que je joue le rôle de ma vie. Le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai attendu que mes mains arrêtent de trembler, puis j'ai appelé Mathilde. J'ai laissé ma voix se briser, j'ai mis des sanglots dans ma gorge. C'était le rôle le plus difficile de ma vie. Mathilde, ai-je commencé, reniflant bruyamment. C'est Léonie. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle répondu, sèchement. Je ne sais pas quoi faire, ai-je pleuré. Monsieur Martin m'a à peine adressé la parole. Les autres me regardent de travers. Tu avais raison, j'ai tout gâché. Je suis désolée. Il y a eu un silence. Je pouvais presque sentir sa satisfaction à travers le téléphone. Il était temps que tu comprennes, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant, mais avec une condescendance palpable. Écoute, ce n'est pas personnel. C'est du business. Fais ce que je te dis et tout ira bien. Convoque une réunion des locataires. Dis-leur que les augmentations sont nécessaires pour des rénovations urgentes. D'accord, ai-je murmuré. D'accord, je vais le faire. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Avait-elle mordu à l'hameçon? J'ai attendu 2 jours. 2 jours de silence radio, la laissant mariner dans sa victoire. Puis, j'ai rappelé Maître Bernard. L'appât est prêt. Il m'a expliqué comment activer la fonction d'enregistrement sur mon téléphone et ce que je devais essayer de lui faire dire. J'ai rappelé Mathilde. Cette fois, j'ai activé l'enregistrement avant même de composer le numéro. C'est encore moi, ai-je dit d'une petite voix. J'ai un problème. Plusieurs locataires parlent de contester légalement. Ils disent que l'immeuble n'est pas si dégradé que ça. J'ai entendu son soupir d'exaspération. C'était le moment. Elle a craqué. Bon sang, Léonie, tu es vraiment naïve, a-t-elle explosé. Tu crois vraiment que c'est une question de rénovation? J'ai un accord avec un promoteur immobilier, un gros bonnet de Paris. Ils veulent raser cette antiquité et construire des appartements de luxe. On parle de millions. Des millions pour la famille. Mais, les locataires? On ne peut pas les mettre dehors comme ça. Et là, elle a prononcé les mots qui allaient sceller son destin. On s'en fiche des locataires. On va leur rendre la vie impossible. Trouver des violations de contrats bidons. Une fuite d'eau par-ci, une plainte pour bruit par-là. S'il le faut, on parlera même de punaises de lit. Personne ne veut de ça. Ils partiront d'eux-mêmes. C'est la procédure standard. Mon sang s'est glacé. Des punaises de lit. Elle était prête à inventer ça. Ces gens, ils sont du passé, Léonie. Comme grand-maman. Ils ne comprennent pas le monde moderne. C'est à nous de prendre ce qui nous revient de droit. Alors maintenant, tu arrêtes de pleurnicher et tu fais ce que je te dis, sinon je te jure que tu seras la première à te retrouver à la rue. C'est clair? Très clair, ai-je répondu, ma voix glaciale malgré moi. J'ai raccroché. J'avais sa confession. C'était l'arme nucléaire. J'ai immédiatement envoyé le fichier à Maître Bernard. Sa réponse fut simple, excellent. Maintenant, nous attendons qu'elle fasse sa dernière erreur. Je ne savais pas que cette erreur serait si dangereuse. Elle est survenue 3 jours plus tard, un samedi soir, et elle a commencé par une odeur d'humidité et le bruit d'un goutte-à-goutte sinistre venant du sous-sol. Le goutte-à-goutte s'est rapidement transformé en un torrent. Quand je suis descendue à la cave,
l'eau glaciale m'arrivait déjà aux chevilles. La canalisation principale, une vieille artère de cuivre qui traversait le sous-sol, avait cédé. C'était une catastrophe. J'ai passé la nuit à appeler les services d'urgence, à aider les locataires des étages inférieurs à surélever leurs meubles, à éponger. J'étais épuisé, trempé, mais nous étions une communauté. Tout le monde s'entraidait. Le lendemain matin, alors que les pompiers venaient de partir, une voiture de luxe s'est garée devant l'immeuble. Mathilde en est sortie, accompagnée d'un homme en costume qui avait l'air aussi sympathique qu'un requin. J'ai appris la nouvelle, a-t-elle dit, sans une once de sympathie. C'est la preuve de ce que je disais. La gestion de Léonie est une catastrophe. J'ai amené un expert. Elle, expert, a fait un tour rapide dans la cave inondée. Il n'a même pas regardé la rupture de près. Il est remonté, a secoué la tête d'un air grave. C'est très sérieux, a-t-il déclaré. Toute la plomberie est vétuste. L'immeuble est dangereux. Il faut une rénovation complète. Je recommanderais une évacuation temporaire des résidents pour des raisons de sécurité. Le piège se refermait. C'était le prétexte parfait. Une rénovation coûteuse, une évacuation, elle pouvait forcer tout le monde à partir, puis vendre à son promoteur. Mais il y avait un détail qu'elle n'avait pas prévu. Monsieur Dubois. Il était le plombier attitré de l'immeuble depuis 30 ans. C'était un ami de ma grand-mère, un homme à la retraite qui ne travaillait plus que pour nous, par loyauté. Je l'ai appelé. Il est arrivé 1 heure plus tard, avec sa vieille boîte à outils et son regard perçant. Il est descendu dans la cave, a enfilé ses bottes et a examiné la canalisation rompue pendant un long moment, en silence. Il est remonté, le visage fermé. Il m'a pris à part. Léonie, a-t-il commencé d'une voix basse. J'ai installé cette section de tuyaux avec ton grand-père il y a 20 ans. C'est du cuivre de qualité. Ça ne cède pas comme ça. Il a ouvert sa main. Il tenait un petit objet en métal. C'était un raccord. Ça, mademoiselle, a-t-il dit avec une certitude tranquille, en me montrant une marque nette sur le métal. Ce n'est pas l'usure. C'est une scie à métaux. J'ai travaillé pour votre grand-mère pendant 30 ans. Je reconnais un sabotage quand j'en vois un. Quelqu'un a délibérément fragilisé ce raccord pour qu'il cède sous la pression. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle n'avait pas seulement volé, menti, calomnié. Elle avait activement mis en danger la vie de dizaines de personnes, juste pour accélérer ses plans. Pouvez-vous le prouver, ai-je demandé, la gorge nouée. Il a hoché la tête. Je peux témoigner. Et j'ai gardé le raccord. C'est une pièce à conviction. Elle avait franchi une ligne. Mettre en danger la vie des gens. Le lendemain, elle a convoqué la réunion de famille dans mon bureau pour voter mon renvoi officiel. Elle pensait que le jeu était terminé, que sa catastrophe fabriquée était son coup de grâce. Elle n'avait aucune idée que la vraie partie venait à peine de commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Mon bureau n'avait jamais semblé aussi petit. Mathilde était assise derrière mon propre bureau, comme un roi sur un trône usurpé. Mes parents et mon oncle étaient assis en face, formant un tribunal hostile. J'étais debout, seul, près de la porte. Nous sommes ici pour officialiser ce qui est devenu une évidence, a commencé Mathilde, sa voix pleine d'une fausse solennité. La gestion de Léonie a mis cet immeuble en péril. L'incident de ce week-end en est la preuve irréfutable. Nous devons la démettre de ses fonctions, pour le bien de la famille et la sécurité des locataires. Mes parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Mon oncle a marmonné quelque chose sur l'incompétence. J'ai laissé le silence s'installer. Je les ai regardés, un par un. Vous avez fini, ai-je demandé calmement. Mathilde a haussé un sourcil. Il n'y a rien à ajouter. Nous allons voter. Oh, je pense que si, ai-je dit en sortant une liasse de papier de mon sac. Commençons par ceci. J'ai posé sur le bureau les statuts de la SCI, la Soie lyonnaise. Ceci est l'acte de propriété de l'immeuble.
Il appartient à une société dont je suis l'unique propriétaire. Depuis 3 ans. Les visages se sont figés. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est impossible. A balbutié Mathilde. Oh, c'est tout à fait possible. Et ceci, ai-je continué en posant le contrat de gestion, est le document qui vous a renvoyé il y a plusieurs semaines, lorsque vous avez violé l'article 15.3.2. Vous n'avez plus aucune autorité ici. Le silence était électrique. Puis mon père a explosé, non pas de remords, mais de rage et de peur. Nous avons travaillé toute notre vie, Léonie. Toute notre vie. On ne voulait pas finir comme tes locataires, à compter chaque centime. Tu nous as tout caché. Je n'ai rien caché, ai-je répliqué, ma propre voix s'élevant. C'est grand-maman qui vous a caché la vérité, parce qu'elle vous connaissait. Elle savait que vous ne verriez que l'argent. L'argent que tu as volé, ai-je lancé à Mathilde en jetant le rapport comptable sur la table. 62 450 €, Mathilde. Viré sur des comptes de société fantômes. Ça aussi, c'est pour le bien de la famille? Elle est devenue blême. Et enfin, ai-je dit en sortant mon téléphone. Il y a ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Mathilde a empli la pièce, arrogante, cruelle, parlant de promoteurs, de punaises de lit, de mettre les gens à la rue. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle a mis une main devant sa bouche, les yeux horrifiés. Mon père fixait le sol, comme s'il pouvait s'y enfoncer. Et pour couronner le tout, ai-je ajouté, ma voix tremblante de colère contenue, la rupture de la canalisation n'était pas un accident. C'était un sabotage. Monsieur Dubois est prêt à témoigner que le raccord a été scié. Le silence était total, rompu seulement par la voix de Mathilde sur l'enregistrement. C'est à ce moment précis que Maître Bernard est entré, non pas seul, mais accompagné de 2 agents de police en uniforme. Mathilde Perrin, a dit l'un des policiers. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude, et mise en danger de la vie d'autrui. Les menottes ont cliqué autour de ses poignets. Le son métallique a semblé briser le sortilège. Ma mère a éclaté en sanglots. Mathilde m'a regardé, ses yeux brûlants de haine. Tu as détruit cette famille, a-t-elle sifflé. Non, Mathilde, ai-je répondu, la fatigue m'envahissant soudain. Tu l'as fait toute seule. Le procès a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Non pas à cause des avocats ou des questions, mais parce que je devais m'asseoir dans la même pièce que ma famille et les regarder défendre l'indéfendable. Mes parents avaient engagé un avocat hors de prix pour Mathilde. Leur stratégie était simple, me dépeindre comme une sœur jalouse et manipulatrice qui avait profité de la sénilité de notre grand-mère pour s'emparer de l'héritage familial. Mais l'épreuve était accablante. Le premier jour, l'expert comptable a détaillé, avec une précision clinique, le réseau de sociétés écrans que Mathilde avait créé. Il a tracé chaque euro, de notre compte en banque à ses dépenses personnelles, un voyage aux Maldives, un sac à main de créateur, le remboursement de son prêt automobile. Le deuxième jour, ce fut le tour de Monsieur Dubois. Avec sa dignité d'artisan et sa voix calme, il a expliqué à la cour la différence entre un tuyau usé et un raccord saboté. Il a présenté la pièce à conviction, la marque de la scie visible pour tous. L'avocat de Mathilde a essayé de le discréditer, de le faire passer pour un vieil homme confus. Mais la vérité simple et honnête de Monsieur Dubois a résonné dans la salle. Le troisième jour, ils ont fait passer l'enregistrement. Écoutez à nouveau la voix froide et calculatrice de ma sœur, parlant de détruire la vie des gens comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, a été une torture. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Ma mère pleurait en silence. Mon père fixait ses mains, le visage de marbre. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans leur certitude. Puis ce fut mon tour de témoigner. L'avocat de la défense m'a attaqué sans pitié. Mademoiselle Perrin, n'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse du succès de votre sœur? J'ai toujours été fière du succès de ma sœur. C'est de ces méthodes dont j'ai honte. Vous avez secrètement hérité d'un immeuble de plusieurs millions d'euros et vous l'avez caché à votre propre famille. N'est-ce pas là la véritable tromperie? Je n'ai rien caché. J'ai découvert la vérité en même temps que je découvrais les crimes de ma sœur. Ma grand-mère ne m'a pas laissé un trésor, elle m'a laissé une responsabilité.
Le témoignage le plus émouvant est venu de Madame Simone. Elle n'a pas parlé de chiffres ou de lois. Elle a parlé de Madeleine. Elle a raconté comment ma grand-mère avait acheté cet immeuble avec les économies de toute une vie, pour créer un refuge, pas une machine à sous. Elle a parlé de la communauté, des Noëls passés dans la cour, de l'entraide entre voisins. Mathilde parle de rentabilité, a-t-elle dit en regardant le jury droit dans les yeux. Madeleine parlait d'humanité. Voilà toute la différence. Après des jours de témoignages, le jury s'est retiré pour délibérer. L'attente était insupportable. Chaque minute semblait durer 1 heure. Mes parents n'osaient pas me regarder. Ils restaient près du banc de la défense, un mur invisible entre nous. Quand le jury est revenu, j'ai retenu mon souffle. Le greffier a lu le verdict. Pour l'accusation de détournement de fonds, nous déclarons l'accusé coupable. Pour l'accusation de fraude, coupable. Pour l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, coupable. Un murmure a parcouru la salle. Mathilde s'est effondrée sur sa chaise. Le destin de ma sœur, et l'avenir de notre immeuble, venaient de se décider. La sentence a été prononcée 1 mois plus tard. 7 ans de prison ferme. L'avocat de Mathilde a fait appel, mais la décision a été confirmée. Le jour de l'audience, le juge m'a donné la parole, en tant que victime. Je me suis avancée, non pas avec un sentiment de triomphe, mais avec une tristesse infinie. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix résonnant dans le silence de la salle. Aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a qu'une famille brisée par l'avidité. Ce procès n'a jamais été une question de vengeance. Il s'agissait de protection. De protéger un lieu, une communauté, et l'héritage d'une femme qui croyait que la valeur d'une vie ne se mesure pas en euros, mais en actes de bonté. J'ai regardé ma sœur, qui me fixait avec des yeux vides. Ma grand-mère ne m'a pas seulement laissé un immeuble. Elle m'a laissé une responsabilité. Celle de prouver qu'une communauté peut être plus forte que le profit. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une condamnation, nous célébrons la préservation de cet idéal. J'espère seulement qu'un jour, ma sœur comprendra le véritable prix de ce qu'elle a essayé de détruire. Je suis retournée à ma place. Pour la première fois, mon père m'a regardé, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Les 6 mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction. Pas seulement pour les murs de l'immeuble, mais pour les liens qui nous unissaient. Avec l'argent de l'assurance et une partie des fonds récupérés, nous avons réparé la plomberie. Mais j'ai fait plus que ça. J'ai suivi l'exemple de ma grand-mère jusqu'au bout. J'ai passé des semaines avec Maître Bernard à mettre en place une structure juridique complexe. Je ne voulais plus jamais que l'immeuble des Canuts soit à la merci des ambitions d'une seule personne. Le jour où j'ai signé les papiers, le soleil brillait. Dans le bureau de l'avocat, entouré de Madame Simone et de quelques autres locataires, j'ai officiellement transféré la propriété de l'immeuble à une fondation communautaire. L'immeuble ne m'appartenait plus. Il appartenait à sa propre communauté. Les résidents auraient leur mot à dire sur sa gestion, les loyers seraient plafonnés pour garantir des logements abordables à perpétuité. J'en resterai la gérante, mais désormais, je travaillerai pour eux. Vous réalisez que vous venez de renoncer à des millions, m'a demandé l'avocat, un sourire au coin des lèvres. Ma grand-mère disait que la vraie richesse ne se compte pas, ai-je répondu en signant la dernière page. En sortant, je me suis sentie plus légère que jamais. J'avais perdu une sœur, une partie de ma famille, mais j'avais sauvé notre maison. J'avais honoré la mémoire de Madeleine. Je pensais que c'était le dernier chapitre, que la paix était enfin revenue. Mais quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. Le cachet de la poste indiquait « Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ». L'écriture sur l'enveloppe était celle de Mathilde. Mon cœur a fait un bond. Devais-je l'ouvrir? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à me dire maintenant? J'ai laissé la lettre sur la table de la cuisine pendant 2 jours. Elle était là, comme une bombe à retardement silencieuse. Une partie de moi voulait la jeter au feu, ne plus jamais entendre parler de Mathilde. Mais une autre partie, plus profonde, avait besoin de savoir. J'ai fini par l'ouvrir. L'écriture était moins assurée que d'habitude, les lettres plus petites, comme si elle avait peur de prendre trop de place sur la page. Il n'y avait pas de formule de politesse. Léonie.
On m'a dit ce que tu as fait. La fondation. Tu as donné l'immeuble. J'ai ri quand je l'ai appris. J'ai dit aux autres ici que ma sœur était une idiote. Une sainte nitouche qui a renoncé à une fortune. Je ne comprends toujours pas ton choix. Probablement que je ne le comprendrai jamais. Nous ne sommes pas faites du même bois. Mais les nuits sont longues ici. Il n'y a rien d'autre à faire que penser. Je repense à grand-maman. Je repense à ce qu'elle disait sur le fait de bâtir quelque chose, pas seulement d'acquérir. Je pensais qu'elle parlait d'un empire immobilier. Je crois que je me suis trompée. Je ne te demande pas pardon. Je ne le mérite pas et tu ne me le donnerais pas. Et je ne suis pas sûre de regretter. Je regrette de m'être fait prendre, c'est différent. Mais il y a une chose que je commence à comprendre. C'est ce que j'ai perdu. Pas l'argent. Pas ma carrière. Autre chose. Quelque chose que grand-maman avait et que je n'ai jamais eu. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être la paix. Maman m'écrit. Elle me parle de toi, de l'immeuble. Elle dit que vous avez planté des rosiers dans la cour. Elle dit que tu lui apprends à les tailler. Sa voix a changé dans ses lettres. Elle semble plus calme. Ne réponds pas. Je ne saurais pas quoi dire. Mathilde. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans la boîte en métal, avec les autres documents de ma grand-mère. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une rédemption. Mais c'était un début de lucidité. Un aveu, non pas de culpabilité, mais de perte. C'était plus que ce que j'avais jamais espéré. Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Il n'y avait rien à ajouter. L'histoire était terminée. Notre histoire. La page était tournée, non pas effacée, mais tournée. Et pour la première fois, je sentais que l'avenir était une page blanche, prête à être écrite. La vie a repris son cours, l'immeuble des Canuts. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus léger, les rires dans la cour plus francs. La menace qui planait sur nous avait disparu, et à sa place, une nouvelle énergie était née. Le comité de la fondation, composé de locataires comme Madame Simone et de professionnels bénévoles, se réunit une fois par mois dans mon bureau. Nous discutons des budgets, des travaux, des projets pour la communauté. Nous avons transformé une ancienne remise en salle commune, où les enfants font leurs devoirs et où les plus âgés jouent aux cartes. Mes parents sont revenus, timidement au début. Ils n'ont jamais prononcé les mots « je suis désolé ». Je crois qu'ils en sont incapables. Mais leurs actions parlent pour eux. Mon père vient m'aider à bricoler le week-end. Ma mère, comme Mathilde l'avait écrit, a découvert une passion pour le jardinage. Elle passe des heures avec moi dans la cour, à s'occuper des rosiers que nous avons plantés ensemble. C'est notre nouvelle façon de communiquer, à travers la terre et les fleurs. C'est une paix fragile, mais c'est la paix. Parfois, en regardant les enfants jouer dans la cour, ou en partageant une tasse de thé avec Simone, je pense à Mathilde. Je pense à ces 7 années qu'elle doit passer derrière les barreaux, à compter les jours. Il n'y a aucune joie dans cette pensée. Seulement une profonde mélancolie. Ma sœur a essayé de me prendre un appartement. Elle a fini par perdre sa liberté. Moi, j'ai failli tout perdre, mais j'ai gagné une famille. Une famille bien plus grande que celle que le sang nous avait donnée. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède, mais la communauté que l'on bâtit. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché. Et vous, quelle est la chose la plus précieuse que vous protégez dans votre vie? Ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Racontez-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si mon parcours a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de vie, de trahison et de résilience. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que parfois, la plus belle des revanches, c'est de rester fidèle à ce qui compte vraiment.